Bonjour. Alors dans ces 3 vidéos, on va voir donc la théorie de l'optique géométrique, qui est une théorie qui est plutôt très ancienne et que vous avez déjà vue plusieurs fois durant votre scolarité. Donc ici, malgré tout, on va bien revoir les bases, les postulats et les applications, dont certaines qui seront peut-être un petit peu nouvelles. Et puis de toute manière, on va mathématiser d'une manière un petit peu plus développée que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Alors de manière générale, l'optique, donc, c'est l'étude de la lumière. Donc aujourd'hui, il faudrait rajouter lumière visible, puisqu'on sait que la lumière a un très large spectre. Donc quand on étudie la lumière, en fait, si on veut l'étudier complètement, il faudrait étudier ces 3 étapes, c'est-à-dire sa naissance, son émission, sa vie, sa propagation, et puis sa mort, son absorption par la matière. Donc pour faire simple, pour l'instant, cette année, l'émission, on peut considérer que c'est la transformation d'un certain type d'énergie en énergie lumineuse. Aujourd'hui, on dirait en photons. Donc comme type d'énergie de départ, eh bien, il y a l'énergie électrique, donc par exemple dans les ampoules. Il y a de manière très générale l'énergie thermique, c'est-à-dire le fait qu'un objet chaud va rayonner de la lumière, souvent dans les infrarouges, mais si on chauffe suffisamment fort, eh bien, ça va émettre également dans le visible. Donc vous avez vu ça. Et puis par exemple aussi la transformation d'énergie chimique en énergie lumineuse, par exemple ici avec ces bracelets ou ces pailles, donc qui lorsqu'on les tape, lorsqu'on les casse, eh bien, vont émettre de la lumière grâce à une réaction chimique. Voilà, donc l'émission, ce n'est pas du tout l'objet principal de l'optique géométrique. En fait, on va admettre que les objets émettent de la lumière. Ensuite, donc la propagation. Alors, pour étudier la propagation de la lumière, il va déjà falloir définir qu'est-ce qui se propage. Qu'est-ce qu'on entend par propagation de la lumière? Donc on va avoir besoin d'un modèle de ce qui compose la lumière. Donc c'est ce qui va être développé dans la suite. Et puis enfin, l'absorption. Donc c'est la transformation de l'énergie lumineuse dans un autre type d'énergie. Donc par exemple ici, sur cette photo, on voit de l'herbe, un peu de terre derrière. Donc il y a une partie de l'énergie chimique qui va être absorbée et qui va se transformer en chaleur. Et puis une autre partie qui va, grâce à la photosynthèse, se transformer en énergie chimique. Et puis ici à droite, donc on a le ciel bleu, on a des nuages, c'est-à-dire que la lumière ici va être diffusée et donc va changer de direction avec, on va dire, des couleurs qui vont être plus ou moins amplifiées, enfin pas vraiment amplifiées, mais sélectionnées. Mais voilà, donc on a une transformation de lumière en un autre type de lumière. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout la propagation. Donc la théorie de la propagation de la lumière dans le cadre de l'optique géométrique, donc c'est vraiment un amoncellement de connaissances et d'expériences. En fait, dès le Xe siècle, on a déjà chez les Arabes quelques essais de description de l'optique. Et puis ça s'est aussi passé en Europe. Et en fait, on connaît le nom de Descartes, nous, beaucoup, mais même dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire par exemple ici dans le XIIIe siècle, eh bien, des scientifiques, si on peut appeler ça déjà à l'époque comme ça, étudiaient déjà la réfraction, par exemple. Donc ici, on a l'étude par Robert Grosset, donc Robert Grosset, qui est un Anglais comme l'indique son nom, donc qui est l'étude de la réfraction par un cylindre ou une sphère ici qui est remplie d'un liquide. Et donc on voit des rayons lumineux, on peut déjà donner le nom, avec le phénomène de réfraction et ici le phénomène de convergence. Donc on voit que dès le XIIIe siècle déjà, on avait des idées qui étaient plutôt bien avancées. Alors, donc voyons les premiers postulats de l'optique géométrique. Alors donc déjà, quel est l'objet modèle dans l'optique géométrique? Bon, comme vous le savez, c'est la notion de rayon lumineux. Donc par exemple ici, prenons une lampe ici, donc, qui émet un flux lumineux. Et bien, en fait, ce flux lumineux, on va le découper en un ensemble de rayons, donc de lignes infiniment fines, dont la direction est la direction de propagation de la lumière. Donc là, j'en ai fait qu'un échantillon, mais il y en a vraiment une infinité.
Donc ces rayons, ça représente en quelque sorte le chemin, la direction prise par la lumière. Et du coup, sur cette route, sur cette direction, peuvent se propager des lumières de différentes couleurs. Donc, par exemple, ici c'est jaune, mais quand on a de la lumière blanche, eh bien, on va avoir, pour un rayon, eh bien, toutes les couleurs du spectre visible qui vont suivre ce rayon. Et donc, ce qui va être fondamental pour la suite, c'est que dans l'optique géométrique, eh bien, l'ensemble de ces rayons sont indépendants les uns des autres. C'est un petit peu comme, on a des mauvaises images de la guerre, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Donc lors d'une attaque de l'infanterie, eh bien, tous les soldats attaquent en même temps. Et puis, s'il y a un soldat ou des soldats qui tombent parce qu'ils sont tués, eh bien, les autres doivent continuer à avancer, quel que soit ce qui se passe pour les autres. Donc ici, tous les rayons sont indépendants, quel que soit ce qui va se passer pour les autres rayons. Donc en fait, on le sait déjà, puisqu'on l'a déjà étudié, ça veut dire par là qu'on va négliger le phénomène de diffraction. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que si on enlève, si on absorbe une partie des rayons, eh bien derrière il va y avoir des effets. Il va y avoir un effet d'étalement de la lumière. Mais bon, à l'époque, ils considéraient qu'ils étaient indépendants, et ça permet déjà d'expliquer pas mal de choses. Alors on va expliquer déjà quelque chose de très simple, c'est l'ombre. Donc on prend ici un mur. Un jour de beau temps, donc, il y a le soleil qui est à une certaine hauteur dans le ciel. Donc on va considérer que ça, c'est la direction du soleil. Donc on néglige l'ouverture angulaire du soleil. On va considérer que c'est uniquement dans une direction. Et donc le soleil va émettre des rayons lumineux qui vont arriver au niveau du mur en étant parallèles. Puisque comme on reverra dans le prochain chapitre, le soleil est suffisamment loin pour qu'on puisse considérer que tous les rayons arrivent sur Terre en étant parallèles. Donc ici, tous les rayons arrivent et une partie des rayons vont taper le mur. Et donc puisqu'ils tapent le mur, eh bien, ils vont être absorbés par le mur, ils vont être éliminés. Et donc vu que tous les rayons sont supposés indépendants, eh bien, tous les rayons qui, eux, ne sont pas éliminés, eh bien, vont continuer leur route comme si de rien n'était. On va négliger la diffraction. Donc ça veut dire que partout ici, en fait, on ne va pas avoir de lumière, et ici, on va avoir la lumière qui va arriver jusqu'au sol. Et donc ça va se traduire évidemment par toute une zone d'ombre. Voilà donc comment expliquer l'ombre avec cette théorie très simple des rayons lumineux indépendants les uns des autres. Et ça permet également aussi d'expliquer pourquoi l'ombre change de taille au cours de la journée. Parce que si par exemple on se rapproche de midi, le soleil va être plus haut dans le ciel, donc la direction va être plus haute, et donc on voit bien que les rayons qui passent eh bien, vont atteindre le sol plus proche du mur, donc l'ombre va être plus petite. Donc voilà pour une première explication grâce à la théorie de l'optique géométrique. Alors maintenant, voyons comment on traite les sources dans la théorie de l'optique géométrique. Eh bien c'est très simple, vous l'avez déjà fait au lycée. Prenons par exemple ici cette source qui est donc une princesse que j'ai appris à dessiner il y a quelques jours. Donc cette princesse est une source lumineuse ici secondaire, puisque ce n'est pas elle directement qui émet de la lumière, mais elle va diffuser de la lumière d'une source primaire, par exemple une lampe. Donc comment traiter ici cette source qu'on va appeler macroscopique ? C'est très simple, on va la découper en un ensemble de points sources. Ça veut dire que ici, par exemple, ce point-là va émettre de la lumière dans tout l'espace libre. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va avoir des rayons lumineux qui vont partir dans toutes les directions libres de l'espace. Et ça pour tous les points de l'objet. Par exemple ici également. Etc., etc. Donc du coup, un objet lumineux, ça va être un ensemble de points lumineux. Alors ensuite, chaque point lumineux peut être polychromatique. Et donc ce qu'on peut faire, c'est, là aussi, pour un point lumineux, séparer l'ensemble des couleurs, et donc prendre comme source la plus élémentaire, eh bien, un point source monochromatique. Et ensuite, du coup, on va dire que l'objet lumineux total, ça va être la somme pour toutes les couleurs de tous les points lumineux. Donc ça sera très utile quand on regardera la formation des images au prochain chapitre, mais ça va déjà l'être tout de suite avec l'explication d'une autre expérience. Donc ici, on a le soleil, donc une boule de gaz très très chaude,
Et donc on apprend quand on est petit à représenter le soleil par des traits qui partent comme ça. Donc qui partent radialement du soleil. Eh bien ça c'est une conception qui est erronée. Parce que si on a cette conception, il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc la bonne conception, c'est en fait le soleil, on le découpe, donc la surface du soleil, en points sources élémentaires qui vont émettre exactement comme ma princesse tout à l'heure, des rayons dans toutes les directions. Donc ça va faire cette espèce de cactus ici. Donc chaque point émet des rayons dans toutes les directions. Alors par exemple, grâce à ça, on va pouvoir expliquer le phénomène d'éclipse. Donc ici, on n'a pas du tout à l'échelle, donc le soleil, la Terre et la Lune ici, donc qui tourne autour de la Terre. Et donc ici, on la prend à un endroit où, du coup, elle va être entre le soleil et la Terre. Parce qu'en général, en fait, elle est soit, entre guillemets, au-dessus, soit en dessous. Donc ici, les trois astres sont dans le même plan. Donc le soleil va émettre, donc chaque point du soleil va émettre des rayons lumineux dans toutes les directions. Et donc pour comprendre l'éclipse, on va considérer ces points-là. Et donc ces points-là émettent de la lumière dans toutes les directions. Et on va notamment s'intéresser parmi l'ensemble de ces directions aux deux directions tangentes à la Lune. Donc ici tangente par en bas et ici tangente par en haut. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ça nous permet de voir les endroits de la Terre qui vont tout le temps être cachés par la Lune. Quand je dis tout le temps, ça veut dire qu'ils vont être cachés. Donc ça va être tous les points du Soleil vont émettre des rayons lumineux, mais aucun rayon lumineux ne va atteindre la surface de la Terre. Et ici, on voit bien que la zone qui ne sera jamais éclairée par des rayons lumineux, ça va être celle-ci. Donc en fait, ici, on a la zone d'éclipse totale. Plus aucun rayon lumineux n'arrive sur ces endroits de la Terre. Par exemple, si je prends un autre endroit, ici, donc un autre point source du Soleil, eh bien on voit bien, là, ça va être bloqué par la Lune, et donc ils ne vont pas arriver là. Donc en fait, ça permet comme ça, en prenant les deux points extrêmes, donc de déterminer cette zone d'éclipse totale. Alors, les zones de part et d'autre, à quoi elles correspondent ? Eh bien, en fait, ce sont des zones où eh bien, un certain nombre de rayons qui devraient arriver ne vont pas arriver. Par exemple, ici, eh bien, les rayons qui normalement devraient arriver de ces points-là du Soleil ne vont pas arriver. Mais par contre, on a bien des rayons qui proviennent du haut du Soleil, par exemple, d'ici. Donc ça veut dire que ce point-là de la Terre va être éclairé par une partie du Soleil, mais pas par l'ensemble habituel du Soleil visible. Donc ça veut dire que la luminosité va être moindre que d'habitude. Donc ici, on a en fait... des zones d'éclipse partielle. Donc la luminosité tombe un petit peu, mais surtout, si vous avez déjà vécu une éclipse partielle, eh bien on sent le refroidissement qui est dû au fait que du coup l'intensité lumineuse qui nous arrive dessus est moindre. Donc voilà, à nouveau une réussite de l'optique géométrique. On explique les éclipses très très simplement. Alors donc on explique l'éclipse de soleil, mais on a un problème, c'est avec l'éclipse de lune. Donc quand il y a une éclipse de lune, au lieu d'avoir une lune absolument sombre, eh bien on a une lune qui est rougie comme ça, qui est un peu de cendre ou sanguine. Alors comment le comprendre ? Eh bien avec l'optique géométrique, on ne peut pas. Donc on est dans cette situation-là, donc on a le soleil, cette fois-ci c'est la Terre qui va cacher la lune, donc la lune est comme ça. Donc théoriquement, aucun rayon n'atteint la lune. Du coup, avec l'optique géométrique, on verra à la fin qu'on peut comprendre que certains rayons accèdent malgré tout à la lune, mais par contre on ne peut pas comprendre pourquoi la lune est rouge. Donc la raison, vous l'aurez peut-être deviné, c'est la même que celle qui explique que le soleil rougit le soir lorsqu'il se couche ou le matin lorsqu'il se lève. Donc ça vient en fait de la diffusion de la lumière par l'atmosphère terrestre. Donc ça, par contre, ce n'était pas, on ne pouvait pas l'anticiper avec l'optique géométrique.
Alors on va voir la suite dans la prochaine vidéo.